De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Ils ont bien intégré sur LinkedIn que c'était un peu la machine à café et que c'était pas l'endroit où fallait donner son avis sur la religion, la politique, poster ses photos de vacances ou révéler des informations confidentielles sur les entreprises. Si pour tout le monde le réseautage, c'est juste demander des services, en fait, on comprend que les gens, ils aient pas envie d'y aller. La marque personnelle, en fait, c'est un filet de sécurité, c'est un investissement. C'est un capital surpuissant que tu développes et qui va avoir en plus un effet cumulé tout au long de ta vie parce que le réseau, comme je te disais, par capillarité, il va finir par travailler pour toi et ça, c'est surpuissant. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. S'il y a un actif que l'on néglige souvent quand on développe une offre de produits ou de services, typiquement pour un side business, c'est sa marque personnelle et sa réputation. Le personal branding, c'est pourtant l'actif qui offre le meilleur retour sur investissement, quand on y pense, car il ne coûte rien et peut rapporter beaucoup d'opportunités pour peu qu'on sache comment l'activer correctement et le mettre au service de son offre et de son réseau. Pour t'aider à en prendre conscience et commencer à agir pour la développer, je te partage aujourd'hui une conversation que j'ai eue avec une experte du marketing et du réseautage, Caroline Mignot. Caroline baigne dans le growth marketing de façon intensive depuis plus de 10 ans. Elle a créé plusieurs entreprises dans le domaine et surtout construit une expertise et une influence incroyable sur LinkedIn, et cela en un temps record. Aujourd'hui, elle partage ses connaissances et ses tips actionnables au travers de ses posts LinkedIn et de 2 excellents podcasts qu'elle anime et que je te recommande chaudement, Marketing Square et Performer sur LinkedIn. Au cours de la conversation, on verra entre autres quelle est l'importance du réseau dans le développement de son business et qu'est-ce que le marché américain peut nous apprendre à cet égard. Est-ce que LinkedIn va devenir le prochain Facebook ou est-ce qu'il vaut encore le coup d'y construire une présence sur le long terme ? Comment y créer de l'engagement et quel est le risque d'être tributaire de l'algorithme ? Quelle place accorder au contenu live et quel est l'impact de ce format sur la découvrabilité de sa marque comparé à d'autres formats ? Si tu hésites donc à sortir du bois et que tu souhaites commencer à développer ta marque personnelle et ton réseau, cet épisode devrait te donner le petit coup de pouce qu'il te manquait. Avant de commencer, je voulais faire une petite annonce. En complément de ce podcast, j'ouvre un nouveau format en mode live questions-réponses sur YouTube avec des sessions qui auront lieu tous les lundis à partir de 20h sur la chaîne des Investisseurs 4.0. Je vais sûrement appeler ce rendez-vous l'atelier des Investisseurs 4.0 et que j'ai pensé comme des ateliers justement, des sessions interactives dans lesquelles on pourra ensemble creuser davantage sur un thème ou un sujet traité sur le podcast, éclaircir des zones d'ombre, recueillir tes feedbacks et enrichir la base de connaissances de la communauté. La première session aura lieu ce lundi 28 novembre à partir de 20h et j'aurai le plaisir de la co-animer avec Léo Blanchet, un expert de l'investissement IMO que tu connais déjà. Je suis impatient de te retrouver donc ce lundi à 20h sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, place à notre conversation du jour sur le marketing de soi avec Caroline. C'est parti. Salut Caroline, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Hello Paco, ravi d'être avec toi. Merci beaucoup à toi. Ça me fait plaisir vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast.
J'ai plein de choses que je voudrais te poser, plein de questions que je voudrais te poser sur la partie marketing, enfin tout ce qui est un petit peu attrait à ce dont tu baignes en fait au quotidien, et que je trouve je te trouve vraiment très actif sur les réseaux, etc. Donc l'idée en fait que j'avais prévue pour cette conversation, c'est vraiment de parler un petit peu globalement en fait de marketing au sens global du terme, un petit peu de marque personnelle, mais aussi comment utiliser les réseaux, les plateformes pour justement se créer soi-même un réseau influent et puis avancer ou peu importe en fait sa situation. Avant de poursuivre là-dedans et de plonger, peut-être si tu pourrais te présenter aux personnes qui te connaissent peut-être pas encore. Alors, pour me présenter en quelques mots, je suis une toute récente entrepreneur et une vieille marketeuse. Ça fait 10 ans que je fais du marketing. J'ai fait mes armes à New York où je suis arrivée à 21 ans. J'ai vraiment travaillé dans tout type d'industrie avec par contre une seule passion, la croissance organique comme on dit, c'est-à-dire faire un maximum de ventes avec un minimum d'investissement. Et pour ça, du coup, je fais du growth marketing. C'est un terme qui peut faire un peu peur, mais en fait, c'est vraiment du marketing du bon sens. C'est en fait comment est-ce qu'on va lisser tout le cycle de vente pour que ton client il reste le plus longtemps possible, dépense le plus possible et puis pourquoi pas qu'il te recommande à d'autres clients. Enfin bref, on crée des boucles de croissance pour que un client en cache un autre avec un produit parfait à la clé. Donc voilà, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, j'ai lancé 2 boîtes dans la tech qui permettent justement de générer plus de croissance dans son business via des leviers organiques. Il y en a un, c'est le partenariat. Ça c'est richmaker.com qui est un peu un mythique version B2B. En gros, tu t'inscris Paco avec les investisseurs 4.0 et moi je vais te trouver des partenaires et des activations que tu peux faire pour pas cher et qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact que en achetant des publicités en ligne qui sont de moins en moins rentables. Et le deuxième projet, c'est Refer. C'est une application, on est en pleine levée de fonds en ce moment, une application qui va te permettre de t'appuyer sur ton cercle 1 pour aller chercher tout ce dont tu as besoin. C'est le fameux, en ce moment je cherche un développeur. En ce moment je cherche des clients parce que je viens de lancer une nouvelle offre. Et en fait, s'appuyer sur la recommandation, c'est un levier surpuissant et puis surtout gratuit. Donc ROI x 1000. Donc ça, c'est mon deuxième outil tech. Et après, je finirai sur les podcasts qui sont une passion, comme toi, devenu mon business avec du coup Marketing Square que tu connais et performer sur LinkedIn. Excellent, ouais, non, et on va en parler. C'est vraiment cool en fait la façon dont tu as pu décliner en fait toutes ces choses-là et qui après font sens quand même et ont une certaine synergie les uns avec les autres, ou du moins plus tard l'auront, parce que je pense que c'est c'est un petit peu la logique. Rapidement, peut-être comment est-ce que donc tu es parti aux États-Unis, tu es arrivé en Europe. Quelles sont peut-être les choses que tu as vues qui sont très différentes en Europe ou en France en tout cas en particulier, et là où tu as pensé qu'il y a vraiment un déficit? C'est pour ça que je pense que tu as eu ces idées de lancer des boîtes dans ce domaine-là, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport peut-être encore, s'il y a encore un gap par rapport aux États-Unis sur ce domaine-là. J'aime bien répondre à cette question en citant un de mes mentors qui s'appelle Pierre Gobil. Et il donnait cette image. Je suis pas sûre que ce soit de lui. En tout cas, c'est lui qui m'a raconté cette histoire et vous me direz pour vous, mais moi elle m'a jamais quitté. En gros, il dit la différence entre les Français et les Américains, c'est un peu comme les noix de coco et les abricots. Les Américains, c'est un peu des abricots. C'est tout tendre autour, mais il y a un vrai gros noyau incassable à l'intérieur. Il dit les Français, c'est plutôt des noix de coco. En fait, il y a une grosse barrière à l'entrée, il y a une grosse carapace, mais en fait, à l'intérieur, c'est tout tendre et c'est que du jus. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu ça, pour moi, ce que j'ai vu comme différence vraiment culturelle, personnelle, professionnelle avec les Américains, c'est que c'est vrai qu'on met pas notre barrière au même endroit. Du coup, souvent, les Français sont déçus parce qu'ils se disent « Ah, mais j'ai passé un super moment avec un Américain et le lendemain, il m'a pas reconnu. » Mais c'est parce qu'en fait, les Américains, ils vont s'ouvrir à tout le monde, donc tout le monde est le bienvenu, ça crée beaucoup d'inclusion, tu vois, les gens se sentent plus à l'aise, sont moins complexés, parce qu'en fait, t'as peu de barrières à l'entrée, mais derrière, en fait, c'est difficile de construire des relations, plus difficile en tout cas, de construire des relations sur le long terme. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais ils ont un peu les défauts de leur qualité, et nous aussi. Nous, tu vois, on est quand même pas facile de prime abord, du coup, on met pas les gens à l'aise. Du coup, il y a plein de gens qui disent Paris, moi je veux plus jamais y retourner parce que je me suis pas sentie bien. Et au final, ils auront non plus jamais la chance de créer des relations durables avec nous. Tu vois, il y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, tout à fait. Non, carrément. Mais
Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas que aux États-Unis, mais enfin, j'étais au Brésil et c'était la même chose aussi. J'ai vécu pas mal de temps là-bas, où t'as vraiment, il faut comprendre les codes en fait pour socialiser avec les gens et pas avoir quitter un peu nos références d'Européens en disant, il m'a proposé de dormir chez lui et c'est que je suis son frère, quoi. Alors que peut-être en fait, c'est juste une façon d'être en fait dans sa culture et ça nous évite pas mal de désillusions. Non, c'est cool, c'est intéressant. Et sur la partie marketing pure, c'est-à-dire vraiment ou peut-être visibilité, tu vois, on dit souvent en fait que dans les business en ligne, l'entrepreneuriat, etc., il y a quand même pas mal on copie quand même pas mal ce qui se fait aux États-Unis. Ils ont toujours un train d'avance. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a, tu vois, des évolutions par rapport à ça, des choses encore qui manquent? Parce qu'il y a quand même eu une vague d'infopreneurs, tu vois, d'entrepreneurs du web qui est née. Donc on n'en est pas là où on était il y a 2 ans, 3 ans déjà. Clairement, le meilleur conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est en fait commence par copier ce qui se fait ailleurs. En fait, commencer par imiter. Donc les copycats, parfois ça fait un peu grincer les dents, mais en fait, moi je trouve ça génial pour accélérer justement notre go-to-market par pays. C'est génial. T'imagines, sinon on n'aurait pas tout un tas de business qui se sont lancés dans l'écosystème, notamment des infopreneurs qui, dans un premier temps, n'ont fait que traduire des formations. Mais tu vois, toi et moi, on fait du podcast. Moi, un truc qu'on me demande le plus, je sais pas chez toi, mais on me dit en fait, la grosse barrière, c'est les contenus anglophones qui sont hyper cool. Par exemple, la tribu des mentors de Tim Ferriss. On me dit en fait, pourquoi est-ce que toi, dans ton podcast, tu commences pas par traduire en fait des podcasts anglophones qui sont inaccessibles pour nous ou des livres qui n'ont pas encore été traduit. Donc, enfin, tu vois, parfois, ça a mauvaise réputation, les copycats, et en fait, je trouve que c'est tellement vertueux et c'est tellement un super moyen d'accélérer, en fait, le partage de l'info. Pour répondre à ta question, du coup, la différence pour faire du business, il y en a pas tant que ça, Paco. Par contre, c'est vrai qu'on a un sens esthétique qui est radicalement opposé avec les ricains. Franchement, aller dans la rue, ça commence par le style vestimentaire et c'est un peu pareil sur les ergonomies de site internet en fait. Les Américains, plus c'est gros, plus ça clignote, plus ça brille, plus ils achètent. Alors que les Français, ils ont un peu plus tendance au minimalisme, au contenu, ils veulent des choses épurées, et puis surtout, ils ont très peur de l'esbrouf. On est des latins, on veut du langage de la vérité, donc quelque part, plus ça nous semble alléchant, plus on est méfiant. Alors que l'américain, et pour avoir bossé dans le e-commerce, j'ai adoré, c'est hyper drôle, hyper vrai. Tu vois, je bossais dans la bijouterie, et en fait, les Américains, ils n'aiment pas les bijoux fins parce qu'ils ont l'impression de se faire avoir. En fait, eux, s'ils payent cher, ils veulent un gros bijou, une grosse pierre. Ils s'en fichent que, tu vois, ce soit travaillé, plus limé. En fait, ils vont mettre de l'argent pour une pierre qui est lourde et pour une pierre qui est grosse. Et c'est radicalement l'opposé, par exemple, en France. Si tu veux un exemple très concret, c'était l'opposé en France. On vendait la même chose à 2 marchés différents et on voyait que c'était pas du tout reçu pareil. Donc, je trouve ça assez rigolo de le noter aussi. Non, c'est ouf la différence, quoi. Est-ce que ça se traduit, ça, si on va un petit peu plus loin sur, ok, il y a une différence de culture entre les deux pays, mais sur la capacité, tu vois, d'être visible, de créer du réseau, de vendre, en fait. Est-ce que du coup, on se dit, les cultures sont différentes, on va pas faire le même produit, on va pas faire le même marketing, donc on a nos propres caractéristiques, ou est-ce que tu penses qu'il faut continuer à transformer, à aller un peu plus dans le sens des ricains pour pouvoir vendre, puisque c'est ce qu'ils font de mieux que nous, a priori, quoi? Je pense qu'il faut essayer de réponse hyper démago, hein. Mais faut essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Ils ont des qualités qu'on n'a pas. Autant, tu vois, effectivement, parfois c'est un peu trop tapageur. En tout cas, je vois hein, dans la partie e-commerce, parce que tu m'as lancé là-dessus. Sur la partie e-commerce, c'est vrai que dans leur façon de faire des sites et d'aimer les produits. Nous, on trouve en tout cas que du coup, c'est un peu de la poudre aux yeux, tu vois, c'est un peu un leurre. Les Français font plus attention vraiment à la qualité, la traçabilité, tout ça. Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant chez les ricains qu'on est en train de développer et il me semble que c'est le titre de notre épisode. C'est la capacité à se vendre. Les Américains, à 17 ans, c'est déjà des bêtes de scène. Ils ont aucune inhibition les bonnes en tout cas, par rapport à nous les Français. C'est-à-dire que là, nous, tu vois, moi, c'était un cauchemar de passer en cours de maths au tableau. Je tremblais même si j'avais la réponse. C'est te dire en fait que c'est pas un truc lié à l'estime de soi. C'est vraiment de la confiance. C'est même si tu sais que t'as bon, c'est le fait d'être exposé aux autres qui te terrifie. Tu vois, alors même que t'as des choses à dire, à partager et que potentiellement, t'as même un résultat à communiquer. Donc c'est là où tu te dis que les Américains, ils ont quand même une capacité d'agir
tu vois, une capacité de passer de la réflexion à l'action beaucoup plus véloce que nous en France où on va mettre du temps, on va intellectualiser et puis parfois les bonnes idées soit elles s'envolent, soit quelqu'un les sort en attendant. Ouais, ça c'est le problème quoi. Sur sur la partie marketing, est-ce que sur le réseau il y a aussi des différences, tu vois? Et là je pense au réseau de façon large parce que j'ai l'impression que en France on n'utilise pas assez bien le réseau, enfin tu vois, qu'on pourrait, ou peut-être on a des blocages par rapport à ça, par rapport aux États-Unis, et je sais que enfin tu vois ici donc on est dans une communauté d'investisseurs principalement, hein, mais des gens aussi, pas mal de gens qui font du side business, donc qui ont un boulot à côté mais qui veulent développer un petit peu leur notoriété, leur visibilité, et ça passe beaucoup même par le réseau en fait, notamment dans l'investissement immobilier. Il y a t'as besoin de beaucoup de réseau en fait, tu peux rien faire tout seul, c'est que de l'humain, tu vois, et donc ça a du sens finalement de créer quelque chose, enfin de construire en fait autour de ton réseau, etc. Et j'ai l'impression que on n'utilise pas aussi efficacement, tu vois, les outils dont on a à notre disposition pour créer ce réseau en France. Qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça, Paco, et en fait c'est encore lié à la capacité d'agir. C'est qu'en fait, plus tu as un réseau étendu, plus tu peux exploser le plafond de verre. En fait, c'est juste une question de capillarité. Tu peux venir de n'importe quel milieu, avoir fait n'importe quelles études. En fait, ce qui compte, c'est toujours qui tu connais. Sauf que plus tu as un réseau étendu, plus au final, tu connais cette stat du groupe Meta en 2018 qui disait on n'est plus qu'à 3,57 poignées de main de n'importe qui dans le monde. En fait, aujourd'hui, tu dois pouvoir toucher n'importe qui via ton réseau. Plus ton réseau il est étendu, plus tu vas avoir en fait la loi de l'abondance qui va agir et tout va t'arriver tout cuit. Tu vas même, comme tu l'as un peu mentionné, avoir un réseau qui travaille pour toi, qui prospecte, et ça c'est ce qu'on appelle la réputation, et ça rend plus visible. Et aujourd'hui c'est un canal de visibilité qui coûte 0 €. Le réseau, et qu'on n'utilise pas, qu'on n'optimise pas. Pourquoi? Parce que les Français, en bon latin, ils ont des insécurités, ils osent pas demander, ils osent pas non plus offrir. Donc en fait, c'est encore, tu vois, le biais de réciprocité. Quand ils osent demander, en fait, c'est pas toujours bien perçu parce que, et on l'a tous, on pense tous à quelqu'un qui, 10 ans après qu'on l'ait perdu de vue, revient vers nous en disant d'ailleurs, tu bosses dans telle boîte, t'as pas une réduction pour moi? Tu sais quoi, je cherche un nouveau boulot dans tel secteur et c'est justement ton secteur. En fait, on sait à quel point on est blessé quand quelqu'un nous recontacte comme ça. Moi, je le fais quand même parce que il faut en fait justement créer cet effet papillon, mais il y a plein de gens qui se disent, en fait, quand tu l'as fait 6 fois, t'en as marre et tu le fais pas forcément. Et en fait, il faut qu'on crée des réflexes, justement, commencer par donner pour éviter nous-mêmes de passer pour les gros malpolis qui vont finir par frustrer quelqu'un. Et l'effet papillon, il est dans les deux sens, tu vois, parce que au final, si pour tout le monde le réseautage, c'est juste demander des services, en fait, on comprend que les gens, ils aient pas envie d'y aller. Le réseautage, c'est vraiment aujourd'hui travailler ta réputation, commencer par donner, avoir envie, en fait, d'exister pour les autres. Et ça va faire que, le moment où tu as besoin de recruter, d'aller chercher des clients, de sortir boire un verre pour rompre la solitude, ou tout simplement d'aller décrocher un partenaire beaucoup plus gros que toi, en fait, si t'es très recommandé et qu'on pousse les bonnes portes pour toi, tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas automatiser ta croissance. Après, il y a plus qu'à. Alors dans le réseau justement, il y a un outil que tu connais particulièrement bien, qui est donc la plateforme LinkedIn, et qui est accessible à tous. Et en fait, j'ai l'impression, mais c'est ça que je voulais voir avec toi aussi, que c'est une plateforme qui finalement devrait pouvoir être ouverte à tous, c'est-à-dire pas seulement aux entrepreneurs, solopreneurs ou autres qui veulent absolument vendre leurs produits, mais aussi à des personnes qui peut-être ont besoin d'asseoir leur autorité, d'avoir plus de visibilité, même en étant salariés finalement. Est-ce que tu vois ça arriver? Comment tu vois l'utilisation de LinkedIn aujourd'hui, et peut-être la façon dont il pourrait être utilisé, même de façon, même pas forcément ce que les gens pensent, mais qui pourrait être fait, quoi. T'as tout dit, en fait. Aujourd'hui, ça s'appelle l'employee advocacy. Et en fait, et pour les marketeurs, ça s'appelle la culture d'entreprise. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que tout le monde était important dans une entreprise, que tes employés, c'était tes ambassadeurs. Et aujourd'hui, ça arrive petit à petit, mais tu vois, moi, quand je fais des formations, des conférences sur LinkedIn, que je forme des boîtes, il y a pas longtemps, je te donne un exemple, j'ai eu un groupe hôtelier, ça s'appelle Lavorel Hôtel, on les embrasse d'ailleurs. Eux, hyper important, ils le confirmeront. Quand je les ai eus, je leur ai dit, la formation, c'est pas pour les cadres dirigeants. Je veux tout le monde.
je veux ceux qui font la plonge, je veux ceux qui font les chambres. Aujourd'hui, c'est hyper important en fait d'avoir tout le monde réuni autour de la culture d'entreprise et finalement de se rendre compte que ce qu'on appelle le thought leadership, c'est plus un truc qui est réservé aux élites. Il faut plus que ce le soit. Aujourd'hui, toutes les boîtes, elles doivent valoriser leurs employés. Si elles veulent derrière avoir une meilleure marque employeur, avoir une marque qui rayonne, il faut arrêter de dire ça on donne ça que au C-level. Donc moi je fais le même prix, c'est un truc très politique. Pour moi, je fais le même prix en fait qui est 5 ou 50 personnes parce que je suis persuadée que aujourd'hui en fait, la réussite d'une marque sur LinkedIn, la réussite en fait d'une culture d'entreprise, ça passe par l'inclusion de tous les employés. Et tu as complètement raison de le dire, Paco, tout le monde a sa place et c'est même essentiel à la réussite d'une entreprise que tous les corps de métier composants de cette entreprise soient représentés, ils soient aidés, ils soient starifiés sur la plateforme. Mais tu vois pas un risque d'être, en tout cas en France, en tout cas, d'être fliqué, tu vois, de pas pouvoir dire ce qu'on pense vraiment, parce que quand on est sur LinkedIn, on est individu, mais on est aussi membre d'une entreprise qui a une image, une réputation qui peut être un peu différente. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un silo, on n'est pas dans un carcan, on peut vraiment être libre et s'exprimer, ou comment ça se passe? On pense tous au scandale qu'il y a eu il y a pas longtemps avec les photos d'un membre du gouvernement révélé et qui avait évidemment que sur tous les réseaux sociaux se pose la question de à quel point ça peut entacher ton image professionnelle, qu'il y ait des informations personnelles qui soient fuites, soit toi tu fais une maladresse. Mon point de vue, c'est que sur LinkedIn, ça a quand même beaucoup moins de chances d'arriver. J'ai l'impression que LinkedIn, c'est quand même encore pour beaucoup un réseau social professionnel, et ça veut dire que je trouve que c'est moins risqué. En général, quand tu vois autour de nous les écarts qu'il y a eu, en général, c'est plus du Instagram ou du Facebook plus que LinkedIn. Je pense que les gens, ils ont bien intégré sur LinkedIn que c'était un peu la machine à café et que c'était pas l'endroit où fallait donner son avis sur la religion, la politique, poster ses photos de vacances ou révéler des informations confidentielles sur les entreprises. Dans de plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, ils mettent ça dans le contrat de travail. Justement, le fait de, tu vois, je travaille par exemple pour la BNP aussi. Eux, ils ont l'obligation, en fait, ça fait partie de leur code réseau social, en fait, de pas, c'est pas si limitant que ça, en fait, c'est du bon sens, de pas révéler des informations confidentielles sur ce qui se passe, sur la stratégie, et je pense que dans le futur, toutes les boîtes, elles vont avoir un code de conduite sur les réseaux sociaux. C'est pas tellement pour nous fliquer. LinkedIn aujourd'hui, pour moi, c'est toujours un réseau social qui professionnel quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où ça arrive sur Instagram ou Facebook, je te donnerai pas du tout la même réponse, mais je pense que sur LinkedIn aujourd'hui, c'est important de se rendre compte que c'est professionnel et que du coup, oui, effectivement, si tu commences à dépasser le cadre, ta boîte peut, c'est leur image qui est en jeu. Ta boîte peut se retourner contre toi. Et d'ailleurs, on est là pour parler de personal branding. Il y a eu quand même des cas, et je pense notamment à la marque Le Slip français. Je sais pas si tu te souviens, mais des stories Instagram d'un membre de l'équipe qui était juste inadmissible ont eu un impact démentiel sur la réputation de la marque. Enfin, aujourd'hui, ça arrive déjà sur Instagram. Donc, si tu débordes sur LinkedIn, c'est fois 1000. Mais moi, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, j'ai envie de savoir aussi, mais je trouve que sur LinkedIn, les contours, ils sont quand même plus évidents à connaître que sur Instagram ou sur d'autres réseaux qui poussent un peu au vice en donnant l'impression que, t'es que visible de ton cercle proche. Ouais, bien sûr. Non, mais de prime abord, de toute façon, LinkedIn a commencé comme étant un réseau professionnel, ça s'est affiché partout, c'est clair et évident. Mais il y a quand même pas mal de gens qui pensent que de plus en plus le contenu LinkedIn ressemble au contenu Facebook, que du coup des gens se permettent et c'est un peu le risque aussi que ça devienne un peu Facebook, et c'est un Facebook qui devient un petit peu ingérable. Comment est-ce que tu vois toi le réseau LinkedIn à l'avenir? J'imagine que tu es assez bullish, mais qu'est-ce que quel est ton avis là-dessus? Déjà, ça me fait trop rire pour les auditeurs qui ne voient pas sourire. Quand on pense au même post avec Paco, on sourit en disant c'est vrai que LinkedIn se Facebookise, mais tu vois Paco, ça reste quand même, je sais pas ce que t'en penses, on raconte pas la même chose. Justement, moi, ça me fait rire parce que sur LinkedIn, ça se sent que c'est tellement diplomate à chaque fois. C'est tellement, je vais pas dire démago, c'est trop. Mais, tu vois, tout le monde raconte des histoires où au final, ils s'en sont bien sortis avec une morale, un truc. Ça se sent qu'on parle pas à nos potes. Quand on parle à nos potes et qu'on dit, là, j'ai merdé, on dit, là, j'ai merdé. On dit pas, mais grâce à cet échec, je suis revenu plus fort et d'ailleurs, pour télécharger ma formation, voici le lien de mon livre blanc. Enfin, tu vois, ça reste quand même LinkedIn, tu sens que derrière,
les gens ont bien compris en fait ce qu'ils pouvaient mettre en avant ou pas. Et en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça reste hyper maîtrisé plus que sur les autres réseaux sociaux. Ok, ouais, et c'est pour ça que quelle est ton histoire avec LinkedIn d'ailleurs? Parce qu'on a l'impression que finalement, que t'es un petit peu la représentante LinkedIn en France. Est-ce que vous avez des liens un peu étroits ou t'as juste choisi cette plateforme, c'est celle qui te convient et tu... Pas cool, là, t'exagères. La représentante LinkedIn en France. Alors, par contre, c'est très drôle parce que je reçois beaucoup de messages de service client sur LinkedIn, de gens qui me disent ma page entreprise est bloquée, tout ça. Donc, ça me fait vraiment rire et ça me fait, voilà. Je voulais te le partager. Ça me fait sourire que tu dises ça parce que je pense que je crée beaucoup de contenu sur la com de LinkedIn parce que eux ne le font pas trop, en tout cas, pas assez. Et du coup, tu vois, ils sortent des nouvelles fonctionnalités, mais en fait, ils vont pas encourager l'adoption. Ils vont pas vraiment t'expliquer en fait les petits tips pour mieux mettre en place ceci. Tu vois, ils ont sorti la newsletter, mais ils ont pas du tout éduqué les gens à en fait la première newsletter, elle est envoyée à tout ton réseau, celle d'après, c'est seulement les abonnés. En fait, donc moi j'ai fait ce travail d'éducation parce que comme j'essayais, moi j'appuie sur tous les boutons dès que ça sort, je suis un peu un cobaye et du coup j'ai documenté au fur et à mesure, j'ai construit en public. Et j'ai envie de te dire, comme ça me permet de répondre aussi à ta seconde question. C'est comme ça que je me suis lancée sur LinkedIn. Très humblement, moi, j'ai jamais été réseaux sociaux. J'ai jamais été une Skyblock star. Moi, j'ai une vie sociale très remplie à l'extérieur des réseaux sociaux. J'étais ancienne expat à New York, donc j'ai toujours les gens, c'est hyper important pour moi et j'ai jamais eu trop l'ADN virtuel parce que j'avais déjà une vie bien remplie en présentiel, comme disent les plus de 30 ans. Et du coup, j'aimais pas trop les réseaux sociaux. Et en fait, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'est que j'étais un peu en détresse professionnelle à ce moment-là. J'ai perdu mon visa du jour au lendemain aux États-Unis. Je me suis retrouvée sur le carreau en France. Je connaissais personne. J'ai pris le premier CDI que j'ai trouvé pour acheter un appart. Et en fait, j'étais un peu en train de mourir intellectuellement dans mon taf. Parce qu'on me laissait pas assez de responsabilités, j'avais plein de trucs à dire, mais j'étais muselée. Et du coup, j'ai commencé sur LinkedIn à faire la promotion de nos webinaires dans le transport routier. Tu vois, pour te dire à quel point c'était niche. Mais en fait, ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'impact tout de suite parce que personne le faisait. Et en fait, j'ai commencé à dire si ça marche sur le transport routier, il y a des grandes chances que que ça marche sur d'autres sujets. Et en fait, j'ai commencé comme ça à raconter, en fait, à apprendre en faisant. Tu vois, j'ai jamais été alors je faisais du copywriting mais pas du tout réseaux sociaux. Donc j'ai jamais été ghostwriter, j'ai jamais été beaucoup écrit, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, j'écrivais tous les jours et il y a eu cet effet un peu boule de neige qui m'a poussée, qui m'a beaucoup appris. Et voilà, la façon dont j'ai commencé et dont je me suis déployée sur LinkedIn, c'est vraiment en fait, j'ai défriché pour vous. Regardez la newsletter, personne vous a dit comment ça fonctionnait. Moi, j'ai sorti du coup une newsletter un jeudi à 23h. Et du coup, je vous raconte ce qui s'est passé et faites pas les erreurs que j'ai faites. Ouais, c'est excellent ça comme approche, c'est toujours très très bon et très pertinent. Non, mais c'est bien que tu dises aussi que tu sois juste une utilisatrice et convaincue du produit parce qu'on pourrait penser que t'es commissionné, tu vois, par LinkedIn. Donc c'est bien, voilà. Pas du tout, promis. Et j'ai pas répondu à ta question justement sur mes prédictions sur le réseau LinkedIn. Parce que justement, je voulais mettre un gros disclaimer sur le fait que pour l'instant, on a accès à la roadmap de LinkedIn, mais on voit pas les tendances de contenu. Et en fait, moi, je peux vous parler des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, mais en fait, ce qui vous intéresse, c'est Caroline, comment faire de l'engagement sur LinkedIn, quelles sont les tendances création de contenu. Et ça, en fait, ça n'engage que moi. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de te répondre, mais je veux vraiment faire un gros disclaimer. J'ai pas d'infos de LinkedIn sur ce qui va marcher dans l'algorithme. En fait, les algorithmes, ils réagissent vraiment en fonction de ce qui fait cliquer les gens. Donc, tout simplement pour votre création de contenu, les grands thèmes de l'année, en fait, ce qui va pour moi le mieux marcher, c'est vraiment l'axe santé mentale. C'est toujours cette idée, en fait, que depuis le Covid, on n'a jamais eu autant de problèmes de santé mentale. On n'a jamais eu autant de problèmes à connecter vraiment avec les autres, des problèmes en fait de communication. Et je pense que autant les dirigeants que les employés sont abîmés. Il y a un gap énorme dans le monde du travail et ça se justifie dans les chiffres par le boom, l'explosion des indépendants, des gens qui disent je veux plus travailler, dirigeants d'ailleurs ou employés, hein. Je veux plus manager parce que en fait c'est trop difficile de manager. Je comprends pas comment créer du lien dans mes équipes. J'ai pas réussi, c'est trop dur. On n'est pas assez bien formé à ça.
Parce que c'est vrai, hein, tu montes les échelons, mais personne t'apprend à manager. Donc c'est un peu contre-intuitif. Et côté employé, c'est en fait, on nous dit sur LinkedIn qu'on a une super culture d'entreprise, et moi en fait, je suis malade dans mon travail parce que trop de présentéisme, parce que j'ai l'impression que de devoir rendre des comptes en permanence et de passer plus de temps à rendre des comptes que à travailler. Donc voilà, je te la fais courte. Pour moi, ces thèmes de santé mentale, de comment je me sens au travail et des deux côtés de la barrière entre guillemets du filet, ça va être très important cette année, et ça va prendre le pas sur le storytelling qu'on voit très bien marcher en ce moment de voilà comment j'ai vécu ma grossesse. Voilà, je pense que ça, au bout d'un moment, va y avoir un effet, tu vois, où tout le monde voudra aller un peu plus loin. C'est d'accord, j'ai compris qui tu étais, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas me raconter? Comment est-ce que en fait te suivre va me permettre d'apprendre quelque chose au quotidien? Et ça, c'est un peu la partie 2 de votre création de contenu. C'est un peu le building public dont je parlais. Ça va cartonner. C'est mets-toi dans une niche et délivre la promesse d'un apprentissage. Donc toi, tu vas dire je suis dans l'immobilier, et ben ok, on va te suivre sur LinkedIn, mais on va pas te suivre sur LinkedIn parce que tu vas dire professionnel de l'immobilier. On va te suivre sur LinkedIn parce que tu vas dire chaque semaine, je mets en avant les talents les plus inspirants de l'immobilier. Ou chaque jour, je partage 3 astuces pour booster vos investissements. Tu vois, c'est ça en fait qui fait en fait d'abord ton histoire, deuxièmement ta proposition de valeur, et troisièmement, je pense en tout cas que ça va être aller chercher des nouveaux formats, des formats d'autorité. Et ça, du coup, pour moi, c'est la troisième marche où vous devez aller. C'est quels sont les formats qui me permettent de me différencier. Faire des posts sur LinkedIn, ça va pas suffire. Maintenant, il va falloir que vous ayez une newsletter, un podcast comme Paco, que vous ayez une approche peut-être vidéo. Pareil, pourquoi pas lancer un vlog, qui sait, ou que vous ayez par exemple des lives en direct tous les jeudis comme moi sur LinkedIn. Mais voilà, asseoir un peu ce que vous avez construit avec un format vraiment différenciant pour faire le extra mile si vous voulez vraiment sortir du lot. Les posts LinkedIn, c'est bien, mais créer aussi des vrais gros rendez-vous qui comptent. Et sur les thèmes, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais voilà, santé mentale, bien-être au travail et l'apprentissage dans sa niche. Tout ça étant effectivement comme but final d'augmenter son autorité, sa visibilité pour vendre un produit une fois qu'il est construit, parce qu'on le construit en public. Voilà, c'est ça un petit peu la finalité de la chose, j'imagine, non? Il y a des exceptions à ça ou? C'est ça, Paco. En fait, c'est pas seulement pour vendre un produit. Ce qui est génial avec la marque personnelle, et là où c'est un vrai bon investissement, c'est que en fait c'est un capital très transférable. C'est-à-dire que au final, tout ce que tu construis là, tu plantes des petites graines de gens qui, quoi que tu fasses dans ta vie, si demain tu te reconvertis, Paco, et que tu fais du yoga, eh ben tu vas avoir un cercle 1 très puissant. Et tu resteras pour les gens. Paco, c'est un mec qui avait un super podcast. Paco, c'est un mec qui m'a aidé quand j'en avais besoin. Paco, c'est un ancien de l'immobilier. Et ça, en fait, cette communauté-là, elle va te suivre parce que tu as créé un capital sympathie. Et tu vois, c'est pas la marque personnelle, c'est pas pour vendre. La marque personnelle, en fait, c'est un filet de sécurité, c'est un investissement. C'est un capital surpuissant que tu développes et qui va avoir en plus un effet cumulé tout au long de ta vie, parce que le réseau, comme je te disais, par capillarité, eh ben il va finir par travailler pour toi, et ça, c'est surpuissant. Ok, non, je suis convaincu de ça, et je te remercie de le remettre en avant. C'est vraiment ça, je crois. Et là où je voulais aussi t'emmener, peut-être qu'on pourrait avoir l'idée un petit peu contraire de se dire, ok, LinkedIn, c'est quand même une plateforme tierce, même si elle est sérieuse, même si voilà. Quel est l'intérêt, quel est le risque que j'investisse mon temps, mon argent, mon énergie dans une plateforme qui pourrait être hackée, pourrait sortir, arrêter tout simplement, et du coup, toutes les connexions qu'on a disparaître du jour au lendemain, tu vois, à l'opposé de peut-être une liste d'emails qui, comme on l'imagine, est beaucoup plus solide. J'adore, tu fais pas du tout confiance à Microsoft. Moi, oui, quand même. Il paraît qu'ils ont des bons ingénieurs là-bas. Non, mais t'as complètement raison sur ce côté volatilité. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu, donc de gens qui font de leur marque personnelle leur business, qui disent, il faut pas rester sur les réseaux sociaux, on est trop tributaire des algorithmes. On n'est même pas sur le hack ou le bug. C'est aussi, même les algorithmes, même ces plateformes, en fait, finalement, c'est elles qui ont le contrôle sur nos audiences et notre visibilité. Donc, c'est toujours pas, comme tu disais, tu le rappelais, un carnet d'adresses. Donc, justement, c'est la douleur qui fait que nous, chez Refer, on dit, aujourd'hui, ton réseau LinkedIn,
tu peux y apporter plus de clairvoyance et tu peux voir en fait, ok, qui peut te présenter demain à Roxane Varza, à Xavier Niel. Ça va identifier en fait pour toi quelles sont les bonnes personnes, les marches sur l'escalier pour que tu puisses justement pulvériser ce plafond de verre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil, mais tu as raison de le rappeler. Derrière, c'est ce que vous en faites. Il y a un truc qui est certain, c'est que si vous avez une marque personnelle puissante, même si demain, votre LinkedIn, il est mort, quand vous allez vous lancer sur un autre réseau, vous êtes quand même 1000 fois plus découvrable. Et ça, c'est assez hallucinant. C'est que, moi, je te le dis, c'est avéré par les chiffres. Le moment où je me suis lancée sur Clubhouse, le fait d'envoyer le jus de ma présence sur LinkedIn, quand je me suis lancée sur Instagram, le fait d'avoir tous les gens qui, après les lives, je leur disais, si vous voulez voir les coulisses, rendez-vous sur Instagram. Il faut que vous puissiez, en fait, utiliser vraiment et connecter vos réseaux sociaux ensemble. Mais ne pensez jamais que c'est perdu. Parce que, vous pouvez capitaliser dessus tant que vous les avez ensemble pour créer une boucle de croissance. Mon podcast, par exemple, tu vois, à chaque fois, je fais un post LinkedIn, Paco, et j'invite les auditeurs pendant mon épisode à venir réagir en direct sur LinkedIn. Donc, en fait, tu vois, je crée de la découvrabilité que j'ai, la visibilité que m'offrent les stores Spotify, Apple. Derrière, en fait, je donne rendez-vous aux gens sur LinkedIn et vice versa. Donc, je crée une boucle. Et deuxièmement, comme je te disais, au final, les gens se souviennent de toi, ce qui fait que si demain, mon compte LinkedIn, prenons mon exemple, mon compte LinkedIn est shutdown complet, je me fais virer de LinkedIn parce que j'ai pas assez rapporté de clients ce mois-ci, comme maintenant les auditeurs savent que je suis commissionnée. Je peux t'assurer que si je me lance comme ça à blanc sur une autre plateforme, je vais avoir beaucoup moins de mal à justement avoir ce capital sympathie parce que j'ai toujours ma preuve sociale passée. Je vais toujours pouvoir dire LinkedIn Top Voice, je vais toujours, en fait, tu vois, c'est un truc, au final, la marque personnelle, c'est pas perdu, par contre, c'est un vrai investissement. Ce qui fait que il faut, comme tout bon investissement, il faut considérer le long terme, l'effet cumulé. Mais la seule différence pour moi, par exemple, avec la crypto ou d'autres investissements, c'est que par contre, souvent on m'a dit, mets que ce que t'es prêt à perdre. Les réseaux sociaux, c'est l'inverse. Il faut pas mettre que ce qu'on est prêt à perdre. Parce que c'est logique et statistique, il y a un effet cumulé. En fait, vous allez forcément avoir, en fait, un effet cumulé de, plus t'as de followers, plus t'as de followers. Et ça peut pas ne pas marcher. Tout le temps que vous investissez, vous allez avoir un résultat concret et en plus, pas quasi immédiat, mais tu vois tout de suite que ça se déclenche. Moi, sur mes clients, on fait des premiers coachings, ils ont déjà plus de 500% de visites sur leur profil, avec de l'optimisation de profil, tu vois, avec du SEO. Donc c'est vraiment, c'est sur le long terme que ça va travailler pour vous et que ça va avoir des effets surpuissants. Mais dès le court terme, en fait, vous allez voir que c'est pas du bullshit, c'est vraiment puissant. Dans un court instant, Caroline nous explique comment développer son réseau sur LinkedIn quand on part de zéro, comment gérer sa présence sur plusieurs plateformes et pourquoi tu devrais miser sur le format live pour développer ta visibilité. À tout de suite. Le problème avec le format podcast, c'est le manque d'interactivité avec les gens qui t'écoutent. Pour te donner une idée, si tu veux commenter l'épisode que tu es en train d'écouter, peu d'options s'offrent à toi. Tu peux laisser un avis sur Apple Podcast ou m'envoyer un message sur Instagram ou par email, mais c'est quand même pas très pratique ni vraiment très spontané. Pour corriger ce problème, créer de l'interactivité avec cette belle communauté dont tu fais partie, toi fidèle auditorice, j'ai lancé il y a quelques mois la chaîne YouTube des investisseurs 4.0. Tu trouveras sur la chaîne tous les épisodes passés du podcast en version audio, les interviews des nouveaux podcasts au format vidéo et les vidéos des sessions live questions-réponses qu'on organise de temps à autre et que je vais relancer de façon plus régulière maintenant. Alors si ce programme t'intéresse et que tu veux faire partie de l'aventure, je t'invite à te rendre sur la chaîne YouTube quand tu peux et à t'abonner. Ça me ferait un grand plaisir de t'y retrouver et d'interagir plus directement avec toi. À très bientôt sur la chaîne. Comment est-ce que toi, tu dis que tu as commencé de zéro il y a 2 ans. Aujourd'hui, je crois que tu as plus de 60 000 connexions sur LinkedIn. À quelle fréquence, quel type de post tu as fait pour arriver à développer ce réseau sur LinkedIn? Et aujourd'hui, est-ce que ça changerait si tu commençais de zéro aujourd'hui? Je pense qu'en 2 ans, j'ai fait presque un post par jour. Après, je veux tout de suite vous rassurer pour tous ceux qui sont en train de recracher leur café, qui se disent c'est pas possible, un post par jour, mais en fait elle est à temps plein. C'est vraiment une employée LinkedIn. Pour le coup, plus vous postez, plus vous allez poster rapidement. Moi, j'ai des posts qui me prennent 10 minutes. J'ai des potes qui m'envoient leurs posts et je leur réécris en 5 minutes. Un truc qu'ils ont mis une demi-journée à faire. Vous allez voir, l'écriture, c'est vraiment un muscle. Donc, ne vous dites pas, un post par jour, c'est énorme. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je batch. Donc, je groupe mes posts. Donc, je me mets, par exemple, 1 heure d'écriture dans la semaine. Vous savez, il y a un bouquin que j'ai adoré.
qui m'a rendu plus productive, donc je veux vraiment vous l'offrir à tes auditeurs, Paco. C'est The One Thing de Gary Keller. En fait, lui, il explique que on fait tellement des petits sauts de puce toute la journée. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, c'était un peu ma vie ces 5 dernières années. C'est à la fin de la journée, j'étais débordée, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Parce qu'en fait, j'ai fait que des petits sauts de puce, tu vois, genre j'ai répondu à un tel, machin, et en fait, t'as l'impression de passer la journée à faire le passe-plat, et en fait, à jamais avoir le temps de créer vraiment des choses qui ont de la valeur pour ton business. Moi, maintenant, je groupe systématiquement mes actions, parce que grâce à ce bouquin, j'ai compris l'impact hyper négatif, en fait, du multitasking. Et du truc dans ta journée, tu fais 15 trucs différents. Ça marche pas, et surtout, ça vous rend beaucoup plus médiocre dans votre production. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est au lieu de vous dire tous les jours « Ah bah là, j'écris mon post et ça va me prendre 1 heure », faites-vous 1 heure d'écriture et vous vous dites au bout de 1 heure, votre alarme, elle sonne et vous êtes censé avoir écrit 4 posts. Et en fait, les 4 posts, c'est simple, vous trouvez des idées pendant la semaine, vous avez une boîte à idées, moi j'ai ça dans mes notes, boîte à idées, dès que je vois un truc intéressant, commencez par le contenu des autres. Il y a pas de, on en parlait tout à l'heure avec Paco, commencez en fait par les autres, ils ont des bonnes idées, ils ont fait des contenus viraux, il y a des choses dans votre industrie qui font parler, appuyez-vous sur ça. Si demain vous parlez d'investissement et que vous écoutez le podcast de Paco, partagez son podcast. En plus, c'est un super hack pour derrière aller connecter avec des leaders d'opinion. Partagez le podcast de Paco en disant bah tiens, j'ai écouté ce podcast, voilà ce que j'en ai pensé. Voilà les 4 enseignements de ce podcast. C'est, tu vois, en fait, commencez comme ça et vous voyez là, si j'ai trouvé un post en 5 minutes, mais vous, dans votre corps d'activité, vous allez vraiment déployer les voiles. Donc, mettez-vous 1 heure, 4 posts, vous faites 4 ou 5 posts et vous faites vos posts de la semaine en 1 heure et et vous commencez comme ça et vous allez voir la puissance du truc. Excellent. Là, tu m'as redonné envie là d'aller sur LinkedIn et de commencer à poster. Ouais. Je serai là pour te pousser. C'est clair. Hésite pas. Ok. Donc tu disais qu'il y a des thèmes qui allaient être qui pouvaient être viraux en 2023, enfin bientôt, qui pourraient être bien une façon de faire. Est-ce qu'il y a au-delà peut-être de LinkedIn, est-ce qu'il y a des plateformes qui se marient bien avec LinkedIn ou du moins pour par exemple créer une communauté une fois qu'on a des gens qui nous suivent, est-ce qu'on veut les emmener ailleurs? Tu parlais peut-être de si t'es viré de LinkedIn, tu as toujours cette marque, tu peux aller tu peux être sur Instagram ou autre. Est-ce que tu miserais tout sur LinkedIn? Est-ce que tu commencerais déjà à mettre un peu, tu vois, ça serait à l'opposé de ce que tu viens de dire sur The One Thing d'ailleurs, commencer déjà à aller sur d'autres plateformes. Comment tu jouerais la chose en fait pour se développer? Alors, je pense que c'est hyper important que vous puissiez prioriser, mais pour autant, on met pas ses œufs dans le même panier, comme en investissement, un domaine que vous connaissez bien. Et du coup, pour moi, c'est hyper important que vous ayez un canal prioritaire. Là, c'est le canal où vous êtes vraiment bien, et c'est là où vous avez, on appelle ça dans le jargon, le channel market fit. C'est-à-dire qu'en fait, ce canal, c'est votre truc. C'est un peu Paco avec le podcast, en fait. Il sait que c'est sa valeur sûre, il sait exactement ce qu'il a à faire, il sait qu'il appuie sur le bouton, que ça va marcher, que ça fonctionne, il a une belle courbe de croissance. Donc en fait, il faut que vous soyez all-in sur votre canal prioritaire. Prenons l'exemple de Paco, comme ça en même temps, Paco, je te donne des petites idées, c'est jamais perdu. Tu vas te dire, ok, j'ai un contenu long qui est le podcast. Mon podcast, du coup, ça me prend du temps. Je mets en avant chaque semaine ou chaque mois une personnalité qui, elle, a aussi son réseau. C'est un truc qui peut m'aider par capillarité. Il faut que ça reste ton canal prioritaire, le podcast. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu peux aller tester l'attraction, mais effortless, sans faire grand chose, tu vas aller tester l'attraction sur d'autres canaux. Et c'est pas moi qui vais te dire, même si maintenant les auditeurs savent que je travaille pour LinkedIn et que je suis commissionnée par la plateforme, j'ai pas vraiment l'œil de clairvoyance. Faudra quand même qu'on précise que c'est vraiment ironique quand je dis ça et que c'est vraiment une blague. Si vous n'avez pas écouté le début de l'épisode, sachez que c'est vraiment c'est mon côté sarcastique. Hein. Mais je vous promets, je ne travaille pas chez LinkedIn. En tout cas, je veux être vraiment agnostique avec tes auditeurs. Aujourd'hui, il y a personne qui peut vous dire avant d'avoir testé là où vous allez avoir votre channel market fit. Donc, quand vous avez votre contenu long, votre contenu vraiment de qualité, pour Paco c'est le podcast, pour vous c'est peut-être votre chaîne YouTube, pour certains ça va être TikTok. Une fois que vous avez ce contenu-là, il faut que vous vous demandiez comment est-ce que vous pouvez créer un système pour pouvoir en fait le tester avec le minimum d'efforts possible sur d'autres canaux. Je vous donne un exemple. À partir du podcast de Paco, le contenu long, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait tester les carousels
ou les Reels sur Instagram, qui sont 2 formats hyper stars sur la plateforme. Il pourrait tester d'avoir le backstage ou en direct avec son invité sur TikTok. Il pourrait tester sur LinkedIn, évidemment, le format carrousel ou alors le post un peu aguicheur qui met tout de suite la problématique. Ah tiens, je pensais que c'était difficile, voire trop tard de construire sa marque personnelle en 2023, mais Caroline Mignot vient de me donner le coup de boost avec sa méthode en 3 points. Paf, il a fait son post LinkedIn pour annoncer la sortie de l'épisode. Il peut aussi avoir une newsletter où en fait chaque semaine sur LinkedIn, il va dire voilà, la newsletter LinkedIn, j'en parle souvent, c'est un format hyper viral qui est très méconnu encore pour l'instant, mais du coup, il pourrait dire tous les jeudis en fait, c'est les jeudis du podcast et tous les jeudis, je vous envoie directement sur LinkedIn le nouvel épisode des investisseurs avec un contenu exclusif, un petit contenu cadeau qu'a donné l'invité. Genre par exemple Paco à la fin de l'épisode, il peut me dire Caro, est-ce que tu veux bien nous donner selon toi les 5 trucs à optimiser sur un profil LinkedIn. Et je vais dire à Paco pas de problème et il va dire voilà, pendant l'épisode, il va dire d'ailleurs, si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter, vous aurez le contenu exclusif. Tu vois, là je te donne plein d'idées en vrac de comment est-ce que aujourd'hui, à partir de ta stratégie all-in, à fond dedans, ton vrai gros canal, le podcast, tu peux aller sans faire beaucoup d'efforts, un peu capitaliser là-dessus sur d'autres réseaux, donc aller chercher plus de découvrabilité, mais également plus d'interactivité avec tes audiences. Parce que, encore une fois, un peu comme les Américains et les Français, chaque canal a ses qualités et ses défauts. Ça veut dire que là où tu vois LinkedIn, on a du mal à fidéliser parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en fait, le podcast, c'est facile de fidéliser parce que les gens s'abonnent facilement, il y a beaucoup de rétention. Mais par contre, c'est hyper difficile d'avoir de l'interaction. Au final, on le sait, quand on est podcasteur, c'est hyper weird, c'est hyper bizarre. On appuie sur le bouton, on voit 10 000 écoutes, et en fait, il y a personne qui nous a envoyé un message. Donc on se dit, mais c'est qui? C'est ma mère qui a fait ce score? Qui m'a écouté? Et du coup, voilà, utilise la force de chaque réseau. Donc si t'as un podcast, va chercher l'interactivité sur les réseaux sociaux. Si t'as du mal à fidéliser sur LinkedIn, va chercher la fidélisation sur le podcast ou la newsletter. Mais tu vois, voilà comme ça comment vous pouvez créer un système surpuissant en création de contenu en ayant seulement juste un canal prioritaire. Et voilà, une session coaching en live gratuitement. ça devait arriver. Non, mais c'est super, ça me donne plein d'idées, et je pense aussi aux gens qui ont d'autres canaux en fait principaux que le podcast là en l'espèce, mais je trouve ça super de se dire que voilà, ça veut pas dire qu'on va sauter tout de suite à droite à gauche et se disperser, mais on va essayer de ramifier en fait, sortir un peu faire ramifier tout d'autres activités à ce qu'on fait pour décliner d'une autre manière en fait son activité. Ça a l'air plus simple et en tout cas plus productif quoi. Exactement, et tu testes, tu vois, avec des petites plateformes comme Canva, ça prend vraiment, le plus dur est fait une fois que t'as ton contenu long, une fois que t'as ton podcast. Toi, tu vois, il suffit d'extraire les key learning et de dire, ok, pendant l'épisode, il y a eu quoi, on a parlé des 3 étapes pour créer sa marque personnelle. Là, c'est comment organiser sa stratégie de contenu. Tu vois, en fait, après, t'as juste et c'est trop bien même. Moi, ça m'aide sur les structures des épisodes. Quand j'écris ma description d'épisode, en fait, j'ai déjà limite créer mon post LinkedIn et j'ai déjà la structure de mon carrousel. Tu vois, donc en fait, il faut que vous créez comme ça un système et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des excellents résultats avec un minimum de temps. Ça doit être votre stratégie growth. Et en fait, s'il y a des choses qui marchent pas, par exemple, tu me dis, Caro, au bout de 3 reels, par exemple, tu vois que ça te prend du temps, il n'y a pas d'impact, paf, tu cut. C'est pas grave. En fait, une fois que vous avez testé des trucs, vous allez pouvoir couper ce qui marche pas et diguer, approfondir ce qui marche bien. Et voilà comment doit se créer votre stratégie de contenu, pas en fonction des tendances, pas en fonction de ce que votre pote ou tel expert, tel gourou a dit, mais vraiment en ayant cette stratégie très agnostique. Comment est-ce que tu vois les lives, justement, tu parlais des lives sur LinkedIn? Il n'y a pas une risque que tout le monde fasse des lives et que les gens en ont marre des lives un petit peu, tu vas à droite à gauche. Comment tu jouerais le live sur un pour sortir du lot toujours en fait, sur une déclinaison de produits? Il y a encore une énorme place à prendre sur le live. Je pense que peut-être on a un biais parce que tous les deux on crée du contenu, donc on a plein de copains créateurs de contenu et à cause d'eux on se sent entouré de live. Mais tu vois là j'ai un client qui a une agence de communication et en fait j'étais là, mais les gars, faut y aller. Il y a aucune agence de communication qui fait des lives, c'est le format le plus viral, moi, depuis que c'est sorti. En fait, LinkedIn a changé son algorithme. Et moi, je milite beaucoup pour dire, utiliser le live, c'est difficile, mais aujourd'hui, allez voir les scores que je fais sur un live, sur un post normal, pour vous donner le ratio. Un post normal, je fais environ 150 commentaires. Sur un live, en 45 minutes,
donc dans les 45 premières minutes comme d'un post, je fais 600 commentaires. Donc en fait, en termes d'engagement, le live, c'est un super rapport qualité-prix. Je sais comment vous parlez, hein, les auditeurs de ce podcast. J'utilise le langage de mes clients. Donc c'est vraiment, c'est un super rapport qualité-prix, c'est un super investissement. Et derrière, en plus, le live, vous allez le recycler sur YouTube. Donc c'est quand même le truc le meilleur qui soit, parce que LinkedIn, on l'a dit tout à l'heure, on est tributaire des algos, ça vole, mais derrière, en fait, vous avez un contenu sur YouTube qui est evergreen, comme on dit dans le milieu. Ça veut dire que ça bouge pas, c'est gravé dans la roche, comme disait Sniper. Et en fait, à vie, quand on va taper investissement immobilier, on va voir le live de Paco du 23 septembre avec l'expert Samuel de Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment, le live, c'est un effet ricochet de ma boule. Et surtout, l'algorithme, il a changé. Avant, quand vous alliez en live, ça notifiait que les personnes inscrites à votre événement. Donc en fait, vous aviez typiquement 30 inscrits. Avec le taux de no-show, potentiellement vous en aviez que 10 présents et 5 qui restent. Donc en fait, à la fin, vache maigre, tu vois. Et maintenant, depuis décembre dernier, ça fait 1 an que ceux qui osent se régalent, parce qu'en fait, quand tu vas live, ça notifie tout ton réseau. Et le réseau de ton invité, si tu as bien fait les choses. Donc en fait, derrière, c'est croissance infinie. Parce que là où tu as 30 inscrits, potentiellement, tu peux avoir 80 personnes en live et aller 50 personnes qui restent. Donc voilà en fait le petit hack, et je trouve que les gens ont pas assez encore sauté dessus. Et le podcasting là-dedans, parce que c'est aussi un petit peu ton bébé également, comment tu le vois justement? Moi, mon contenu principal maintenant, c'est devenu le podcast. C'est resté LinkedIn pendant longtemps. Mais aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, pour connaître votre channel market fit, c'est simple, c'est là où vous avez le plus d'impact pour le minimum d'investissement. Et aujourd'hui, mine de rien, avoir une présence LinkedIn qui rapporte, c'est un autre sujet, hein. Mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps, mais c'est pas le temps de poster en fait. C'est le temps de faire tout le reste à côté. Optimiser votre profil, faire du réseautage, peut-être faire vos prospections. Donc en fait, c'est vraiment c'est très chronophage. Moi sur LinkedIn aujourd'hui, je fais un post par jour, mais derrière, je passe peut-être 1h30 à 2 heures par jour. Donc aujourd'hui, le podcast, assez contre-intuitivement, c'est le média qui me rapporte le plus d'impact, le plus de résultats, même dans sa monétisation, parce que maintenant j'ai un sponsor, avec un minimum d'efforts. Donc c'est mon canal principal aujourd'hui, et donc c'est le cœur de ma stratégie de contenu. Donc à partir de mon épisode de podcast, je vais faire ma stratégie de contenu sur LinkedIn. Je raconte pas que ça, hein, parce que j'ai que 3 podcasts par semaine sur Marketing Square et sur Performer sur LinkedIn. Je raconte pas que ça, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ça qui irrigue ma production de contenu, et c'est d'ailleurs une de mes boîtes qui marche le mieux aujourd'hui. Marketing Square est devenue une entreprise, et au même titre que mes applications Refer ou ma boîte Richmaker. Ouais, tu dois d'ailleurs te dire par rapport à l'effort que tu mets dedans, que peut-être ça paye plus, en tout cas maintenant, que ce que t'as mis dans les boîtes Richmaker et Refer, non? Ouais, c'est pas du tout pareil en fait, et c'est pour ça que moi je les considère pas pareil. Là, j'étais au Web Summit, on se parle depuis Lisbonne. Je suis transparente avec les auditeurs. C'est peut-être pour ça que si vous avez des lags, c'est pas du tout la faute de Paco. C'est moi qui suis dans un hôtel à Lisbonne, et en fait j'étais au Web Summit, Paco, et en fait la tech, c'est tellement un truc qui est rare à rendre profitable dès le départ. Le média, c'est direct profitable. En fait, dès que tu commences à avoir une petite audience, si tant est que tu sois niché, un mec qui réunit 100 personnes sur l'endométriose, il peut limite déjà décrocher un sponsor. Il peut déjà limite commencer, tu vois, à faire de la pub. Parce qu'il est très niché. Donc, qui dit très niché, dit audience spécifique, pas besoin d'avoir une grosse audience. À contrario, la tech, même si tu fais du no-code, aujourd'hui, si tu veux sortir un truc propre, qui a un beau design, qui est un code, ou en tout cas une infrastructure qui répond, si tu veux pouvoir absorber potentiellement un succès avec des clients, tout ça, en fait, tu es responsable de toute ton infrastructure. Donc, ça coûte beaucoup d'argent, même en no-code. Moi, je vois plein de gens qui viennent me voir, je lance un projet tech, mais t'inquiète, je vais faire un MVP, ça me coûte rien, j'ai fait un Typeform, et je leur dis, voilà, il faut pas être naïf. La tech, ça coûte beaucoup d'argent. Un SaaS, ça met en moyenne 3 à 5 ans à se monétiser. Moi, tu vois, sur Richmaker, j'ai mis 3 mois déjà, parce que j'étais flippée. Si j'avais su, j'aurais attendu, parce que j'avais le stress du revenu. À cause de mon métier, tu vois, de marketeuse, j'ai toujours eu l'habitude de faire des ventes vite. Et en fait, la tech, le SaaS, surtout quand tu bâtis des marketplaces, il faut mieux pas monétiser trop vite. Il faut mieux en fait apprendre avec beaucoup d'utilisateurs, donc faire du gratuit, et en fait monétiser après. Donc pour moi, c'est vraiment, ça se compare pas.
En plus, j'ai vraiment 3 boîtes qui se ressemblent pas du tout. J'ai un SaaS, une application mobile avec un modèle freemium et derrière le podcast, ils sont incomparables. Et à côté de ça, tu vois, le podcast, il y a un effet de mode qui peut-être un jour, et moi je suis ok avec ça, hein, quand on fait du média, faut laisser son ego à la porte. Peut-être qu'un jour, Marketing Square sera ringard. Par contre, quand tu bâtis des outils tech, tu peux pas être ringard. Derrière, tu vois, c'est peut-être plus scalable qu'un média. Ouais, non, mais je valide tout à fait. Je les trouve effectivement complémentaires, autant sur la rapidité de collecte du revenu, hein, mais aussi la longévité du revenu, parce que ça tourne beaucoup plus longtemps, en tout cas sans toi, une boîte de tech que tu as construit avec de cette manière-là, c'est beaucoup plus pérenne qu'un podcast forcément où t'as besoin de ta contribution, de ton temps au moment où tu le fais. Donc et puis qui génère peut-être du revenu plus rapide. Ouais, c'est complètement complémentaire. Et alors quand j'entends tout ça et que je vois ta présence sur les médias, j'entends tout ce que tu fais, je me dis mais comment Caroline arrive à finalement avoir une vie dans tout ça et comment elle s'organise en fait toutes ces vies là justement et est-ce que tu as un secret, comment tu te fais toi pour pas péter les plombs, pour pas faire un burn-out dans ce contexte-là de très actif? Mon astuce numéro 1 pour pas faire un burn-out, parce que moi j'en ai jamais fait, alors qu'on m'a toujours prédit un burn-out et je touche encore du bois, mais j'ai l'impression que tant que tu fais ce que t'aimes, il y a pas trop de risques. En tout cas, moi par exemple le podcast c'est pas un poids parce que j'adore ça. En fait, quand je passe un moment avec un podcasteur, là je suis avec toi, honnêtement, c'est comme si on était dans un bar avec un petit verre de vin et que j'avais fini ma journée et c'est un plaisir. Quand tu fais les choses avec plaisir, tu peux pas faire de burn-out. Donc moi c'est vrai que je travaille beaucoup. Et pour te dire, la vraie astuce de productivité, je vous l'ai déjà donnée en toute transparence, qui a changé ma vie, c'est ce bouquin, The One Thing, pour arrêter de m'éparpiller et surtout un travail sur vous-même pour éviter le content pleasing. Et s'il y a des femmes qui m'écoutent, ça va leur en parler encore plus. Et on est encore plus touchés, nous les femmes. C'est en fait, on nous a toute notre vie appris il faut faire plaisir aux autres. On est dans l'injonction de faire plaisir et du coup souvent on s'oublie. Et ça c'est un truc quand vous faites de la création de contenu, quand vous faites du média, quand vous êtes entrepreneur, tout le monde a besoin de vous. Et ça va devenir difficile à gérer parce que quand t'es employé, en fait, il y a 1 ou 2 personnes qui ont besoin de toi. Après, il y a ta famille, il y a tes amis. En fait, quand tu commences à être exposé ou à avoir des équipes, c'est fois 1000. Et ça, pour moi, ça, c'est un vrai truc. Si tu veux te prévenir du burn-out, c'est aussi pouvoir, en fait, apprendre à dire, moi, j'aime pas dire non. Donc, ce que je fais, c'est que je donne des alternatives. Donc voilà, par exemple, Paco, il m'a dit viens faire mon podcast, je lui ai dit avec grand plaisir. Par contre, est-ce que ça te va d'attendre un peu? Est-ce que ça te va de faire ça un dimanche? Parce que dans la semaine, je peux vraiment pas. Et en fait, essaye de trouver un système qui fait que t'es plus productif, plus heureux et tu continues à faire un truc que t'aimes. Et vraiment, moi, je suis très capricieuse là-dessus. Si un jour j'ai plus envie de faire une de mes boîtes, j'arrête parce que je sais qu'au rythme où je vais avec la charge de travail que j'ai, si je fais un truc que j'aime pas, c'est clair que tout de suite, soit je vais me cramer, soit je vais cramer ma santé, soit je vais me cramer dans l'autre sens du terme parce que je pense que t'es vite illégitime quand tu fais un truc à moitié, tu deviens pas assez bon pour sortir du lot et tu déçois. Ouais, donc exactement. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu es aussi. Je trouve que tu dégages vraiment une forte énergie, tu vois. Et on se connaît pas vraiment, mais la façon dont tu réponds, la façon dont tu approches les gens, il y a une sorte de chaleur qui se dégage, mais d'énergie en tout cas qu'on peut, que moi j'ai senti en tout cas. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que tu prends plaisir à faire les choses, c'est l'énergie que tu mets à même en premier rang, sans forcément le recevoir tout de suite, dans tes relations avec les gens, dans tes relations business, tout ça, quoi. À fond. Mais c'est vraiment pour moi, ça vraiment ce triptyque là qu'il faut garder, genre vraiment aimer ce que vous faites, trouver un système qui vous permet de mieux vous organiser et pas faire de multitasking, être vraiment plus efficace et écoutez-vous quoi. Osez vous écouter si ça va pas, s'il y a des signaux, trouvez des alternatives pour pouvoir préserver votre bien-être parce qu'en fait si vous écroulez ça va être le pire du pire. Donc ça qu'il faut préserver aussi. On parlait de santé mentale donc je te le dis parce qu'on fait des boulots entrepreneurs, créateurs de contenu, on fait des boulots où on peut très très vite s'écrouler et crouler. Ouais, carrément.
Ok, bah écoute, on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Je vais te demander, est-ce que tu as parlé tout à l'heure d'un livre déjà, mais est-ce que tu as des ressources que tu pourrais donner pour comment avancer sur tous les domaines qu'on a parlé maintenant, mais notamment je pensais au copywriting ou création de contenu ou même le mindset, des choses qui t'ont vraiment qui t'ont marqué, qui pourraient être bénéfiques pour les auditeurs. Sur le mindset, honnêtement, j'ai du mal avec les livres de développement personnel, surtout que je lis beaucoup de contenu américain et les Américains, on dirait que c'est comme à l'époque de Proust, on dirait qu'ils sont payés à la lettre. Ils écrivent beaucoup trop de mots par rapport à ce que t'en retires. Donc moi j'aime beaucoup les applications, tu sais, maintenant qui te permettent de résumer des livres. Ça j'adore parce que c'est dommage. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de substance, mais je vous dis, on dirait qu'ils sont payés à la lettre parce que ils utilisent vraiment c'est du martelage et ça je trouve ça dommage, du martelage pardon, et ça je trouve ça dommage. Franchement, si vous vous intéressez, là on est dans les investisseurs 4.0, je vais vous donner un peu la bible pour moi des meilleurs bouquins business, vente, investissement. Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, quand même genre très très bon. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Les 48 lois du pouvoir, Robert Greene. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Celui-là, il est un peu mindset, Paco. Tu m'avais demandé un bouquin mindset. En fait, maintenant que j'y pense, je me dis celui-là, il est quand même mindset, mais il est vraiment excellent. Sur le réseautage, pour ceux qui se disent développer son réseau, on n'a pas trop les codes, on est un peu latin, on n'a pas trop confiance en nous. Il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle How to Talk to Anyone. Je sais pas s'il est traduit en français ou pas. Et c'est de Lael Londes. Lowndes, très très bon bouquin en fait pour se désinhiber et oser approcher les gens. Et puis allez, je t'en donne un dernier, Influence et manipulation de Robert Cialdini, vraiment la Bible. Alors ça, le titre a l'air horrible, mais en fait c'est plutôt influencez-vous vous-même pour devenir une meilleure version de vous-même et voilà, et comprenez un peu comment les autres sont foutus. Ça va vous permettre d'être plus efficace dans votre communication et donc oui, d'obtenir ce que vous voulez, mais aussi d'avoir des relations plus harmonieuses avec tout le monde. Donc voilà, vous laissez pas avoir par le titre. C'est un bouquin qui fait vraiment du bien et qui va améliorer votre bien-être. Excellent. Et Caroline a été lire pour nous et du coup c'est vrai que quand tu vois dans une bibliothèque, tu vois un titre, tu peux forcément pas savoir ce qu'il y a derrière, mais là que tu nous le recommandes, ça donne envie. Grosse sélection cette semaine du coup de bouquins, ça va te faire des trucs à lire, c'est cool. Bah ouais. Merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation? C'est quoi les principaux canaux pour te retrouver? Ben avec grand plaisir, tes auditeurs peuvent m'envoyer un petit message sur LinkedIn. J'adore avoir du feedback. Donc si vous avez aimé l'épisode, si vous avez des questions après l'épisode, s'il y a des moments où vous vous dites Caroline a dit ça et c'est complètement faux, franchement, avec grand plaisir pour en discuter avec vous. Et justement, c'est l'occasion vraiment de connecter et les podcasts, c'est un média froid. Donc pour nous, en fait, tout ce qu'on vous a donné aujourd'hui là, c'est pour avoir la chance peut-être de faire votre connaissance aussi, comprendre ce qui vous a aidé, ce qui vous a questionné. Et puis surtout, voilà, Paco, on a envie de l'encourager. Donc j'ai envie de finir en disant, ça mange pas de pain. Et pour lui, c'est tout l'or du monde. Allez lui mettre une petite review sur Apple Podcast. Je vous prépare le texte. Super podcast, les investisseurs 4.0. J'ai particulièrement aimé l'épisode avec Caroline. Merci Paco pour ce que tu fais. Voilà, si vous savez pas quoi dire, maintenant vous avez le template et laissez-lui un avis si vous êtes sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Franchement, ça fait vraiment plaisir et ça lui permettra d'accélérer sa propre marque personnelle. Il le mérite. Merci infiniment Caroline. Là, ça fait plaisir venant de toi en plus. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait, notamment sur les podcasts, et je vois que tu comprends les codes et ça me fait très plaisir que tu me files cette petite force en ma faveur. Non, c'est cool. Du coup, on va se retrouver avec pas mal de commentaires un peu similaires là sur la prochaine émission. Mais c'est pas grave parce qu'en fait tu verras que le plus difficile, et moi je le comprends, Apple Podcast c'est un autre sujet. Après je laisse le micro, mais là tu me lances sur une autre passion. Apple Podcast, ils font vraiment
pas bien les choses avec ce système de recommandations, de revues. C'est tellement anxiogène. Moi-même, je sais jamais quoi écrire quand souvent je me force pour aller encourager les podcasteurs. Je me dis une fois par semaine, je laisse 10 reviews sur des podcasts, mais des nouveaux podcasts, des gens qui se lancent et qui se disent putain, avoir la première review, c'est trop difficile. Et en fait, c'est comme quand on écrit des cartes postales. C'est hyper dur. En fait, ils ont rien mis pour nous aider. Tu sais, t'as du mal même à trouver le nom de la personne qui hoste le podcast. Il faut faire plusieurs clics pour ça. Et du coup, je me dis, il faut se mettre le pied à l'étrier et il faut avoir un peu d'inspiration. Donc voilà, donc mine de rien, donner un modèle. Je suis sûre qu'on va pas avoir des reviews qui disent exactement ça, mais ne serait-ce que donner un peu un modèle, ça permet d'éviter le syndrome de la page blanche parce que franchement, Apple Podcast, ils nous ont pas aidés avec ce truc tout en bas qu'on a du mal à trouver et on n'a pas le podcast sous les yeux quand on l'écrit. Enfin, c'est la totale, quoi. Ouais, non, je suis carrément d'accord avec toi. Franchement, c'est archaïque par rapport au poids que a Apple Podcast dans le monde du podcast. Il y a des nouvelles trucs qui sortent, hein. Il y a Podinbox, il y a Podchaser, tu vois, qui permettent d'avoir plus de liens avec les auditeurs, mais ils sont très petits. Et c'est vrai qu'Apple Podcast lui-même, que tout le monde utilise, il est c'est un truc de Apple Podcast, là, petit aparté quand même, pour que vous vous en rendiez compte, il y a pas longtemps, ils ont fait un événement presse et ils nous ont donné des données, qu'on trouve pas sur les sites internet. Ils existent depuis 17 ans. Il y a 1,65 milliard d'appareils dans le monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dès qu'ils vendent un iPhone, il y a Apple Podcast dedans. Donc, imaginez la force de frappe de distribution pour les podcasteurs. Ça correspond à 140 pays, 40 langues et 25 monnaies différentes si vous monétisez avec un système d'abonnement et tout. Donc, Apple Podcast, c'est genre un levier d'acquisition en tant que tel. Et d'ailleurs, j'ai fait plein d'épisodes là-dessus sur comment ressortir dans Apple Podcast. C'est genre le nerf de la guerre quand t'es podcasteur. C'est vraiment 50% du travail. Ils ont vraiment aujourd'hui une part du marché qui est hégémonique en termes de distribution. Ouais, non, tout à fait. Ouais, c'est cool. On pourrait parler des heures encore. Je suis chaud aussi, mais on va se référer par rapport au format de l'épisode. On va devoir s'arrêter là. Mais Caroline, merci beaucoup. J'étais enchanté de t'avoir aujourd'hui sur le micro. Pareil, je crois qu'en France il est 22h. Donc si tu fais la morning routine, Paco, si tu fais le miracle morning, il est temps d'aller dormir. En tout cas, c'était un bonheur d'échanger avec toi. Et puis j'ai hâte d'avoir des nouvelles de tes auditeurs. Et j'espère que cet épisode vous sera utile. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup Caroline, à bientôt. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!